Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit résumé sur les systèmes de transition. Dans cette vidéo, je vais résumer les points essentiels du cours sur les systèmes de transition. Alors, les systèmes de transition sont les principaux modèles utilisés pour spécifier le comportement des systèmes et notamment des systèmes réactifs ou au temps réel. On s'intéresse donc dans notre cours à modéliser le comportement du système et voir son évolution dans le temps. Donc le système est en transition, ce sont les systèmes les plus adéquats pour tracer la dynamique d'un système. Un système de transition est un automate ou une structure de crypte. Dans le cadre de notre cours, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de systèmes de transition. Les plus simples, ce sont les automates que vous avez vus dans le cadre du cours de traitement de théorie des langages en deuxième année. Par définition, un automate à état fini est un quintuplet. A, S, E, T, A0, F. S, c'est l'ensemble des états, l'ensemble fini d'états. E, c'est l'alphabet, c'est-à-dire ce sont les étiquettes qui font transiter un état vers un autre. T, c'est la relation de transition. S0, c'est l'état initial et F, c'est l'ensemble des états finaux. Donc, on va utiliser donc les automates pour modéliser le comportement des systèmes. On donne un exemple, soit l'exemple du digicode permettant l'ouverture d'une porte. Pour simplifier, nous supposons que 3 touches seulement sont possibles, A, B et C, et que la porte s'ouvre dès que l'on a tapé la suite A, B, B, et cela même si on a commencé par se tromper. Alors, pour modéliser ce système, on commence par construire cette chaîne ABB en mémoire. C'est-à-dire notre système va transiter d'un état à un autre en lisant A et il mémorise A. Et puis de S1 à S2, B. De S2 à S3, B. Et dès qu'il lit la bonne combinaison, il ouvre la porte à l'état S3. Donc on commence toujours par construire ce chemin nominal sans erreur. Une fois qu'on a traité donc le chemin nominal sans erreur, par la suite on va traiter les exceptions. Alors les exceptions, à l'état S0, si on commence par se tromper par B ou C, donc on maintient notre système à l'état S0. Il ne transite pas, il ne passe pas vers un autre état. Et puis, s'il lit A, donc il va passer à l'état S1. Donc, en mémoire, on va dire B. On va supposer que on a commencé par se tromper, donc par C. Après, donc on est resté à l'état S0. On a saisi A, voilà, en mémoire. Par la suite, le système s'attend à saisir B, mais le système, en fait, il se trompe. Donc, si on se trompe, donc on saisit un A. Alors, lorsqu'on se trompe en saisissant un A, ce n'est pas la peine de ramener le système à l'état initial, on le maintient ici. Regardez, je saisis A, donc j'ai toujours le début de ma combinaison. Donc ici, je m'attends à un B. Si je me trompe par saisir C, voilà, le C. Là, je suis obligée de ramener mon système à l'état 0. Comme ça, je pourrais par la suite, voilà, je reviens et j'ai la possibilité de saisir un A. Voilà, je saisis un A. Si je saisis par la suite un B, voilà, je commence à construire de nouveau la bonne combinaison. Voilà, un B. Au niveau de S2, si on se trompe par C, on revient à l'état initial. Si on trompe par A, il suffit de revenir à l'état S1. Voilà. Au niveau S2, si on saisit la bonne combinaison, donc B, voilà, j'ai donc ABB au niveau de S3. On ouvre la porte. Voilà donc pour ce premier exemple de formalisation en système état transition. Une structure de crypte,
une structure de Kip est un système de transition enrichi par une fonction qui associe à chaque état les propriétés vérifiées par cet état. Une structure de Kip est un modèle représenté par un système à 5 éléments. En A, c'est l'ensemble fini des étiquettes de transition. Q, c'est l'ensemble fini des états. T, c'est la relation de transition. Q0, c'est l'état initial. Et I, c'est une application qui associe à chaque état S de grand Q l'ensemble des propriétés vérifiées par cet état S. Donc on voit directement sur l'exemple, voilà notre automate, notre système de transition, et on voit que les états sont annotés par des propriétés. Vous voyez ici Q, P, P et Q. Alors on a l'application I de S0, elle nous donne l'ensemble des propriétés qui sont vérifiées à l'état S0. C'est Q. I de S1 nous donne l'ensemble des propriétés qui sont vérifiées à l'état S1, P, et ainsi de suite. Donc une propriété, là ce sont des propriétés atomiques. La structure de Kip n'est annotée que par des propriétés atomiques, c'est-à-dire des propriétés qu'on peut représenter par la logique des propositions et qui peuvent prendre que deux valeurs de vérité, vrai ou faux. On voit l'exemple de la structure de crypte du digicode que vaut la porte. Pour que ce soit plus clair, par exemple, si P une proposition telle que P égale la porte est ouverte, celle-là c'est une proposition exprimée en logique des propositions. Alors P est vrai à l'état S3 et fausse aux états S0, S1, S2. Vous voyez, c'est lors de la modélisation qu'on définit ces propriétés. Et c'est lors de la modélisation qu'elles sont annotées aux états dans lesquels elles sont vérifiées. Par la suite, on peut écrire une table de vérité pour ces propriétés. La propriété P est vraie à l'état S3 et elle est fausse ailleurs. Et c'est en se basant sur ces propriétés qu'on peut par la suite décrire les propriétés complexes qui sont décrites dans le cahier des charges. C'est-à-dire toutes les exigences et tous les besoins que devrait satisfaire le système. On avait dit qu'on allait les décrire avec la logique temporelle, mais tout ça va être formalisé en se basant sur les propriétés atomiques décrites lors de la modélisation. Voilà donc les points essentiels sur les systèmes de transition. Bien sûr, tout ça va être exploité dans les exercices de TD. Je termine donc cette partie sur les systèmes de transition avec les classes de propriétés. Alors, les classes de propriétés, donc on classe les propriétés en 5 différentes catégories ou familles. Lors de l'écriture du cahier des charges, donc les gens, les spécialistes qui écrivent les cahiers des charges, ils classent les propriétés en différentes catégories. On a les propriétés d'atteignabilité, de sûreté, de vivacité, d'équité et d'absence de blocage. C'est-à-dire, généralement, on s'intéresse à deux classes de propriétés, les propriétés de sûreté et les propriétés de vivacité. C'est-à-dire, lorsque on dit sûreté, c'est-à-dire on s'assure que quelque chose de mauvais ne se produit pas dans le système. Et lorsqu'on dit propriété de vivacité, c'est-à-dire on s'assure que quelque chose de bon finit par arriver dans le système. Ça, c'est une explication globale sur les classes de propriétés. Alors, on va commencer maintenant à les étudier une par une. Alors ici, pour les classes de propriétés, je les ai déjà expliquées pour les SI, mais pas pour les CPI. Mais c'est un point sur lequel vous serez évalué. Donc, à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire par mail ou sur la Classroom. Alors, la propriété d'atteignabilité, c'est une propriété la propriété d'atteignabilité énonce qu'une certaine situation peut être atteinte. Alors, c'est très facile. C'est très facile dès que le système passe par un état. Et dans cet état, la propriété est vérifiée. Donc,
on a la propriété d'atteignabilité vérifiée. Par exemple, on peut entrer en section critique. Ça, c'est une propriété qui exprime l'atteignabilité. Dès qu'on arrive dès qu'on atteint l'état section critique, à ce moment-là, la propriété est vérifiée. La propriété d'atteignabilité est vérifiée. On peut toujours revenir à l'état initial. C'est-à-dire, dès qu'il y a une transition on peut toujours revenir à l'état initial. C'est-à-dire, à partir de tous les états du système, il y a une transition qui me ramène à l'état initial. Ça, c'est une propriété d'atteignabilité. Si on retrouve toutes ces transitions, à ce moment-là, cette propriété d'atteignabilité est vérifiée. Pour la propriété de sûreté est dans ce que, sous certaines conditions, quelque chose de mauvais ne se produit jamais. Là, je n'ai pas écrit de mauvais, mais en fait, c'est quelque chose de mauvais qui ne se produit jamais. C'est ce qu'on veut éviter. C'est ça la sûreté de logiciel. On s'assure que quelque chose de mauvais ne se produit jamais. Exemple, les deux systèmes ne sont jamais en section critique. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire dans le système. Donc ici on exprime une propriété de sûreté. Deuxième exemple, il n'y aura jamais de débordement mémoire. Voilà par exemple, ça aussi c'est quelque chose de mauvais qui ne devrait pas arriver. Vous programmez quelque chose, donc vous allez vous assurer d'allouer par exemple un tampon assez important pour qu'il n'y ait pas un débordement de mémoire à un certain moment lors de l'évolution du système. Donc cette expression est une expression qui exprime la sûreté, la propriété de sûreté. Vous voyez ces phrases-là, ce sont des phrases donc que les gens qui écrivent donc les exigences du système vont s'exprimer comme ça. Et puis tout ça, on le classe en catégories. Ceci c'est pour assurer la sûreté, là pour assurer l'atteignabilité, ça c'est pour assurer la vivacité, etc. Et je vous ai dit que les deux classes de propriétés importantes auxquelles les gens du domaine se focalisent, sur lesquelles les gens du domaine se focalisent sont la sûreté et la vivacité. Alors on va enchaîner avec la propriété de vivacité. Propriété de vivacité, dans ce que sous certaines conditions, quelque chose finira par avoir lieu. Et généralement, c'est quelque chose de bon qui va finir par avoir lieu. Par exemple, toute requête finira par être satisfaite, quelle que soit la requête. Par exemple, entre un client-serveur, si on envoie une requête pour demander l'accès à un site web, par exemple, cette requête finira par avoir une réponse, qu'elle soit favorable ou qu'elle soit une réponse indiquant une erreur, il y a toujours une réponse qui va arriver. Le programme se terminera dans les programmes classiques. Lorsque je dis programme classique, ça veut dire un programme qui fait un calcul. Suite à un jeu de données, il y a un traitement qui se fait et puis il y a un résultat. Là, je ne parle pas des systèmes critiques ou qui contrôlent un processus, etc. Parce que cela, c'est des programmes qui ne devraient pas s'arrêter. Ils doivent tourner en permanence. Là, je parle d'un programme qui fait un calcul. Donc, ce programme, il doit se terminer à un certain moment. Il ne doit pas, les boucles par exemple ne devraient pas boucler indéfiniment. Il y a une condition d'arrêt à une boucle pour qu'elle se termine. Ça c'est une condition de vivacité. Si vous écrivez une boucle sans condition d'arrêt, donc votre propriété de vivacité n'est pas assurée. Parce que l'arrêt de la boucle, c'est quelque chose de bon qui devrait arriver. Dans votre cas, vous ne l'avez pas fait. Ça va boucler indéfiniment. La propriété d'équité, dans ce que
Sous certaines conditions, quelque chose aura lieu ou n'aura pas lieu un nombre infini de fois. Exemple, la barrière sera levée infiniment souvent. Ici, par exemple, dans l'exercice du passage à niveau entre le train et les voitures, ça, ce n'est pas un exercice que j'ai traité avec vous cette année, mais je l'ai traité les années précédentes. C'est pour ça que je retrouve ici l'exemple. Mais c'est un exercice où il y a une barrière qui se lève lorsque elle se lève pour laisser le passage aux voitures. Et puis, dès qu'il y a le train qui arrive, donc le passage est fermé le passage est fermé pour les voitures, pour laisser le train passer en toute sécurité. Alors, maintenant, la barrière, elle sera levée infiniment souvent parce que cette barrière, elle va, j'allais dire, elle sera levée. Effectivement, dès que le train s'éloigne, il y a un signal qui est envoyé pour que la barrière se lève et laisser le passage aux voitures. Donc, là, il y a une propriété d'équité qui est exprimée. Et la propriété d'équité, c'est une propriété en fait, de vivacité infinie. C'est quelque chose de bon qui arrive, mais ça va arriver infiniment souvent. Là, le deuxième exemple, si l'on admet l'accès en section critique un nombre infini de fois, si l'on demande l'accès en section critique à un nombre infini de fois, alors il sera accordé un nombre infini de fois. Dans le cas des processus, les processus demandent l'accès à la section critique un nombre infini de fois. Donc, c'est quelque chose de bon qui va arriver et ça va arriver infiniment souvent. Donc, c'est une propriété d'équité qui est satisfaite. La dernière propriété, c'est l'absence de blocage. L'absence de blocage est une propriété particulière, énonçant que le système ne se trouve jamais dans une situation où il lui sera impossible de progresser. Alors, l'absence de blocage prend la forme générale de quelque chose de non souhaité ne se produira jamais. Alors, certains auteurs tentent de la cataloguer comme une propriété de sûreté. Effectivement, assurer l'absence de blocage dans un système, c'est assurer la sûreté de ce système. Donc, en résumé, pour les classes de propriété, on a la propriété de sûreté et la propriété de vivacité qui sont les plus importantes. La sûreté, c'est assurer que quelque chose de mauvais ne se produit pas. La vivacité, c'est assurer que quelque chose de bon se produit. L'équité, c'est quelque chose de bon qui arrive infiniment souvent, donc c'est la vivacité répétée, si l'on peut dire ça. L'absence de blocage, c'est en fait, ça revient à assurer la sûreté, donc on peut confondre entre les deux facilement. L'absence de blocage, c'est considéré comme assurer de la sûreté. Et l'atteignabilité, dès que on atteint un état dans lequel la propriété est vérifiée, donc la propriété d'atteignabilité est vérifiée. Donc je rappelle à la fin que vous serez évalué sur cette partie des classes, les classes de propriété. C'est-à-dire que je peux donner comme ça une phrase et vous dire dans quelle catégorie on peut classer cette propriété ou qu'est-ce qu'on exprime à travers cette propriété. Voilà pour cette deuxième vidéo.